l'attente que j'ai de ce procès au regard des victimes, c'est qu'elles puissent enfin être entendues et s'exprimer. Et quand j'ai dit à un moment, effectivement, comme vous me le rappelez, que Servier piétinait les victimes, j'ai une très grosse angoisse vis-à-vis de ce procès, c'est qu'une majorité de victimes ont accepté d'être indemnisées, et je les ai encouragées à recevoir des indemnisations de Servier lorsque la somme était décente. Près de 4000. 4000. Près de 4000 victimes. Oui, 3700. 3700. Mais elles se sont engagées à ce moment-là à renoncer à toute action civile, pénale, à toute parole. En fait, Servier a acheté leur silence. Tous les magistrats que j'interroge me disent que ça n'a aucune valeur. Ah oui, mais elles ont signé, elles ont peur, parce qu'on leur demande sinon de restituer ces sommes. Donc beaucoup de victimes aujourd'hui ne se sentent pas autorisées à venir s'exprimer et elles se sont désistées des actions civiles et pénales. Ça n'empêche pas la tenue de ce procès, puisque le parquet poursuit, puisque les caisses d'assurance et mutuelles poursuivent, et puisque quand même un certain nombre de victimes qui n'ont pas transigé avec Servier poursuivent. 4000. Voilà. Alors, 4000 pour la tromperie, ce qui est le mécanisme de tromperie, qu'elle soit malade ou pas du Mediator, c'est-à-dire que quand on a consommé du Mediator, on se dit, ben, j'ai consommé un poison, et on ne me l'a pas dit. Donc, je suis partie civile pour la tromperie. J'ai été trompée. Ça n'était pas un antidiabétique et c'était un produit dangereux. Et je cours un risque. Et puis, un certain nombre de victimes poursuivent pour blessures et homicide involontaire. Elles ne sont pas extrêmement nombreuses. Je ne sais pas combien elles seront là, mais on va les entendre avec une gravité toute particulière lors de ce procès, bien sûr. L'indemnisation des victimes, vous êtes revenu sur ce sujet à plusieurs reprises. À maintes reprises. L'importance de cette indemnisation, elle va au-delà de l'argent. Elle ne va pas forcément au-delà de l'argent. Oui, il y a une reconnaissance. Mais en fait, il faut bien comprendre que ces personnes qui ont des dégâts cardiaques irréversibles se sont retrouvées du jour au lendemain en invalidité, sans revenu, avec se débattant dans des problèmes à la fois de santé et matériels inextricables, et que les situations de ces personnes étaient véritablement des détresses totales. Donc l'argent et le montant de l'argent versé avaient énormément d'importance, et il a fallu des années de combat pour qu'enfin ces besoins-là soient pris en compte et soient effectivement indemnisés. Ça ne répare que ça. L'argent ne sert qu'à survivre, ne permet à ces gens, quand il y a eu assez d'argent versé, ce qui n'a pas toujours été le cas, et parfois qui a été versé trop tard, ils sont morts sans avoir été indemnisés. Donc cet argent est indispensable pour ceux qui survivent, pour qu'ils puissent avoir des conditions décentes de vie. Ça n'est pas la justice, ça ne répare rien, ça permet simplement de continuer à vivre le moins mal possible. Mais bien évidemment, derrière ces indemnisations qui relèvent de ce que j'appelle la responsabilité civile, il y a un fabricant qui est mis en examen pour tromperie avec mise en danger de la vie de l'homme, donc tromperie aggravée, escroquerie, prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, et blessure et homicide par violation manifestement délibérée. Ce sont les chefs d'accusation. Le procès débute, ce n'est pas à moi de dire aujourd'hui ce que va juger le tribunal, mais voilà les chefs d'accusation, et avec des éléments, 600 pages d'ordonnance de renvoi des juges, 600 pages du réquisitoire, qui contiennent des éléments complètement effarants pour ceux qui lisent ces documents. Qui trouve-t-on sur les bancs des prévenus et qui, selon vous, pourrait manquer sur ces bancs des prévenus? Alors, beaucoup vont manquer sur le banc des prévenus, car il y a eu beaucoup de décès en 10 ans. Il s'agit en fait, ce que je dis, d'un crime industriel qui s'est ourdi dans les années 60. Les juges d'instruction ont réussi à remonter jusqu'à ces années 60. Mais les personnes qui étaient à l'origine de la mise en place de cette mécanique infernale de tromperie sont pour beaucoup aujourd'hui décédés, mais ils ont été entendus par les juges d'instruction il y a 10 ans. En premier lieu, Jacques Servier, le fondateur de ce laboratoire, et qui était un peu le grand Manitou, et celui qui a instrumentalisé complètement cette histoire-là, mais également le pharmacien responsable Alain Leridan, qui est décédé également, mais également des experts qui étaient
à la fois chez Servier et à la fois dans les instances de régulation au moment de la mise sur le marché du Mediator et qui avait littéralement laissé corrompre. Mais heureusement, tous ces gens-là ont été très longuement entendus par les juges d'instruction et leurs dépositions vont bien sûr lourdement peser aussi sur ce procès. Restent en vie quelques responsables de Servier, mais également la personne morale, les laboratoires Servier qui sont à mes yeux des exemples de ce que j'appelle la pharmacodélinquance, des pharmacodélinquants. Et ce sera au juge d'estimer si bien sûr, les éléments pèsent suffisamment lourd pour condamner cette pharmacodélinquance. Et puis, de l'autre côté, vont être mis en examen l'agence du médicament qui s'est laissée rouler dans la farine de manière invraisemblable quand on regarde le nombre d'alertes qu'elle a reçues, et avec derrière, vraisemblablement à la manœuvre, un certain nombre d'experts de l'agence qui étaient à la fois dans les instances très importantes d'autorisation de ces produits au sein des agences, et par ailleurs consultants pour Servier, via une société écran, qu'ils renseignaient sur ce qui se passait au sein de l'agence et la façon de contourner les obstacles pour maintenir coûte que coûte le Mediator sur le marché. 11 personnes morales, 11 personnes physiques sur à peu près, je ne sais 14, plus où 14 personnes 14 physiques sur les bancs des prévenus. Et beaucoup sont décédés aussi du côté de l'agence ou sont très malades aujourd'hui. On juge en majorité des gens âgés. De manière peut-être plus, alors pas symbolique, mais emblématique, qu'est-ce qui se fait face sur les bancs des victimes et sur les bancs des prévenus? Vous avez parlé de criminalité en col blanc, oui. Et on a bien senti aussi votre sens du devoir de défense des gens, des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. Ce qui va être face à face, c'est effectivement une immense cohorte de gens dont les vies ont été brisées et qui ont été trompés. On leur a prescrit un médicament remboursé par la sécurité sociale pendant des années, qu'ils ont pris en toute confiance, en pensant qu'ils allaient aller mieux, le diabète, le trop de gras dans le sang, les kilos en trop. Tout semblait se passer avec des garanties de sécurité. Et en face d'eux, des personnes qui sont un peu en meute, honnêtement, tout le temps. C'est vraiment, je ne vais pas parler de gang, je vais être mal vu, on va dire un groupe industriel extrêmement soudé qui fait face et qui nie tout en bloc de manière, à mon sens, insensée depuis maintenant des dizaines d'années. Il niait, avant que le Mediator soit retiré du marché, qu'il s'agisse d'un produit dérivé d'amphétamine potentiellement dangereux et certainement dangereux. Il nie aujourd'hui qu'il y ait eu tous ces dégâts, enfin ils essayent d'avoir un peu d'empathie en parole vis-à-vis des victimes, pas dans les faits, et ils nient avoir finalement la moindre responsabilité dans ce drame. Finalement, ça ne les regarde pas. C'est les autorités de santé, c'est le gendarme qui n'a pas fait son boulot, mais eux, ils n'y sont pour rien. Au seuil de l'ouverture de ce procès, vous êtes dans quel état d'esprit? Je suis extrêmement soulagée que ce procès s'ouvre. L'attente est devenue au fil des années intolérable. Alors, je ne parle pas de moi, je continue, ma vie continue, je ne suis pas malade et j'ai eu la chance de pouvoir continuer aussi mon travail, même si cette histoire-là et ce combat-là pour l'indemnisation a copié beaucoup de mon temps. Mais je pense surtout à toutes ces victimes qui attendent ce procès, aux proches des victimes qui sont décédées, notamment celles qui sont mortes en attendant le procès, sachant qu'elles mourraient parce qu'elles avaient été empoisonnées. Pour tous ces gens-là, bien sûr, cette heure de vérité et cette heure de justice, c'est quelque chose qui est essentiel et qui est urgent.